Donc aujourd'hui, dans cette masterclass, on va voir ensemble comment faire les, entre guillemets, meilleurs. Il n'y a pas de meilleur choix, mais en tout cas, comment faire des choix plus intelligents et plus pertinents pour nos objectifs physiques, nos objectifs de santé, mais aussi pour prendre du plaisir et pour se sentir bien et aligné avec la manière dont on mange. Et notamment, si on ne traque pas les calories. Si on les traque, c'est encore mieux du coup, parce qu'on a encore plus d'informations qui vont nous aider à faire les meilleurs choix avec notre tracking. Mais même si on ne traque pas les calories, cette vidéo, cette masterclass va donner énormément d'informations pertinentes et utiles. On est parti. Alors, quels sont les objectifs de la masterclass? Comprendre les notions de volume, de densité, de satiété. Savoir construire ses assiettes et choisir des quantités appropriées en fonction de ses objectifs. Prise de masse, perte de gras, maintien. Je vais utiliser PDM et PDG. C'est pas le même P du coup. Prise de masse, perte de gras. Prise de masse musculaire, bien sûr, hein. Et troisième point, soit savoir faire des choix cohérents, que l'on traque ses calories ou pas. En fait, je l'avais déjà expliqué dans la slide d'avant, c'est génial. On est parti. Première vraie slide. Une calorie égale une calorie, point d'interrogation. Alors, deux repas peuvent avoir le même nombre de calories, mais provoquer une satiété totalement différente. Par exemple, dans un premier repas, on est sur 600 calories, donc dans les deux repas, et le premier repas, ça va être juste un cookie et demi, à peu près un gros cookie et demi de chez Helen's Book, ou de ailleurs d'ailleurs. C'est un coffee shop vegan à côté de chez moi que j'adore et qui font des cookies incroyablement bons, et j'en mange régulièrement. 1,5 cookie de chez Let's Book, on va être sur à peu près 600 calories. Repas B, avec 600 calories aussi, on va avoir 400 grammes de pommes de terre, 150 grammes de tofu fumé, 200 grammes de légumes, 100 grammes de sauce tomate et même un petit peu de crème de coco. Le même nombre de calories, pourtant, la satiété, ça va pas être la même chose. Je pense que ça peut paraître assez évident et pourtant, c'est le même nombre de calories. Le premier repas avec les cookies, bah, il va pas nous caler. Au pire, il va nous donner l'impression d'avoir le ventre un petit peu lourd parce que ça fait beaucoup de cookies d'un coup et encore. Le deuxième, il va remplir l'estomac pendant des heures. Pourquoi? Comment c'est possible alors qu'on a le même nombre de calories? Eh bien, parce que toutes les calories ne prennent pas la même place dans l'estomac. Et pour comprendre ça, on va maîtriser trois concepts dont on va parler du coup dans cette vidéo. La densité calorique. Donc la densité calorique, c'est le nombre de calories par gramme, donc par gramme de bouffe, ouais, c'est ça. Le volume alimentaire, c'est l'espace qui va être pris par la nourriture qu'on mange. Et la masse alimentaire, c'est la masse de la bouffe qu'on va ingérer sur un repas. On va en parler, on va expliquer des choses, on va donner des listes concrètes d'aliments pour comprendre un petit peu, pour mieux se situer. Alors, j'ai quand même envie de revenir sur cette histoire de une calorie égale une calorie en faisant une remarque importante. Métaboliquement parlant, sur, on va dire, dans la surface, une calorie égale une calorie. Ça veut dire que aujourd'hui, on va parler de l'impact des choix alimentaires sur la satiété, sur les sensations après le repas, sur la digestion et sur l'adhérence à sa diète, donc à sa manière de manger, hein, sa manière de s'alimenter. Mais métaboliquement parlant, par exemple, si on parle d'une perte de gras et de l'impact sur le métabolisme de une calorie ou de 100 ou de 1000 ou de 2000 calories, bah, si on mange 100% de son alimentation, c'est des burgers de chez McDo, mais qu'on est en déficit calorique, donc c'est-à-dire qu'on a une dépense qui est plus faible que ce qu'on, non, on a une quantité d'énergie ingérée, c'est-à-dire la quantité de nourriture qu'on mange en termes de calories au quotidien est inférieure à ce qu'on dépense, bah au final on va être en déficit calorique et on va perdre du poids, même si on mange que des burgers McDo. Et c'est dans ce sens-là où une calorie, oui, égale une calorie. Donc il y a certains aspects sur lesquels une calorie, c'est pas égal à une calorie, comme on l'a vu juste avant. Quand on parle de métabolisme, c'est égal, mais, et oui, il y a énormément de rebondissements et de retournements de situation dans cette vidéo, pas tout à fait. Parce que, alors déjà, en fonction de la répartition des macronutriments, ça va avoir un gros impact important sur la prise de muscle ou le maintien de la masse musculaire. C'est-à-dire que si on s'entraîne bien à la salle de sport, enfin pas à la salle de sport, mais si on fait un travail de renforcement musculaire de manière régulière et que on fait en sorte de prendre du muscle ou au moins de maintenir la masse musculaire qu'on a en s'entraînant, mais que on mange par exemple que du McDo, probablement on n'aura pas suffisamment de protéines pour maintenir notre masse musculaire. Donc finalement, on va perdre du poids, mais on va perdre aussi plus de muscles que si on mangeait plus de protéines qui
en parallèle de notre travail musculaire, va nous aider à maintenir, voire à construire de la masse musculaire. C'est important. Donc si on s'entraîne bien mais qu'on mange pas assez de protéines par exemple, eh bien on va perdre plus de muscles et donc moins de gras sur le poids qu'on va perdre. Donc finalement, une calorie n'est pas égale à une calorie, même par exemple métaboliquement parlant en déficit. Un deuxième point qui est aussi important à prendre en compte, si on a des carences alimentaires, donc par exemple si on mange que au McDo toute la journée, tous les jours, etc., on va avoir plein de carences alimentaires, notamment sur les micronutriments, donc les vitamines, les minéraux qu'on va trouver dans plein d'aliments et en particulier bien sûr dans les fruits et légumes, eh bien on sera en mauvaise santé et du coup le gras qu'on devrait brûler grâce au déficit calorique qu'on crée ne va pas partir puisque il va nous manquer plein de choses pour être en bonne santé et pour que notre organisme fonctionne de la meilleure des manières. C'est pour ça que finalement, s'il y a un truc à retenir, c'est que en termes de satiété, d'impact sur comment on se sent après un repas, une calorie n'est pas vraiment égale à une calorie. Et en termes de d'impact sur le métabolisme, bah en fait finalement une calorie n'est pas égale à une calorie. Après, il y a certaines raisons pour lesquelles oui, mais c'est plutôt il faut valider des choses minimum, comme par exemple le total de protéines et avoir suffisamment d'aliments qui nous permettent d'être en bonne santé. Pour le reste, une calorie égale une calorie. Voilà, on a fait cette petite partie qui était vachement importante. Maintenant, on va passer sur les choses qui vont être les plus importantes pour nous aujourd'hui. L'objectif principal de la masterclass, on va parler de la densité calorique. Alors, c'est quoi la densité calorique? La densité calorique, donc ça correspond au nombre de calories dans un certain poids d'aliments. Très très important. Donc en général, la manière dont on va mesurer ça, c'est le nombre de calories pour 100 grammes d'aliments. Par exemple, si on a un aliment qu'on achète au supermarché, normalement, il va y avoir une fiche alimentaire sur l'étiquette. C'est aussi des choses qu'on peut trouver sur Internet facilement. Si par exemple on achète une banane, bah, on n'aura pas a priori, sauf si c'est une banane qui est dans un sachet plastique, mais normalement, on va juste avoir une banane, on ne saura pas quelles sont ses informations nutritionnelles. Et ça, on peut le trouver sur Internet. Et on aura toujours cette information, nombre de calories pour 100 grammes de l'aliment. Attention, en général, on parle de 100 grammes tel qu'il est acheté. Donc par exemple, si on achète du riz qui est cru, on va avoir 100 grammes le nombre de calories dans 100 grammes de riz cru. Après, si on le cuit, bah, la masse va changer, mais voilà. Donc l'étiquette, elle donne l'information sur l'aliment tel qu'on l'a acheté. Pareil, si on achète des aliments surgelés, qui vont être peut-être parfois plus gorgés d'eau, ça va être aussi la masse, donc le nombre de calories pour 100 grammes d'aliment tel qu'il est, donc surgelé. Voilà. Donc plus un aliment est dense en calories, plus il apporte d'énergie. Donc ce que j'appelle de l'énergie, c'est des calories, hein, dans peu de volume. C'est-à-dire surtout dans peu de masse en fait. Parce que là, on ne parle pas de volume, on parle vraiment de la masse. Je vais donner un exemple. Bah, je pense que dans les trucs d'après, ouais, on va donner des exemples. Voilà, très simple. Tu prends 100 grammes de concombre, tu vas avoir 15 calories dedans. 15 calories, kilocalories. Je dis calories parce que c'est plus simple de ne pas répéter tout le temps kilocalories, mais c'est des kilocalories en réalité. Dans 100 grammes de concombre, on va avoir 15 calories. Dans 100 grammes de pommes de terre pesées crues, attention, on va avoir 80 calories. Dans 100 grammes de pain, on va avoir 260 calories. Dans 100 grammes de noix, on va avoir 650 calories. Pourtant, quand on en revient à notre réflexion sur les cookies et sur l'assiette avec du tofu, des pommes de terre, des légumes et tout, bah c'est 100 grammes au final. Ça reste 100 grammes d'un aliment. Donc on mange la même quantité, la même masse, et pourtant on n'a pas du tout le même nombre de calories dedans. Notamment quand on part dans des extrêmes comme l'huile par exemple, 900 calories au 100 grammes. L'huile qui au passage, c'est l'aliment le plus calorique possible parce que c'est 100% de lipides. C'est que du gras, il y a 100%, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'autres macronutriments, c'est que des lipides, donc 900 calories. Maintenant, on va parler du volume alimentaire, qui est quelque chose d'un petit peu différent, mais c'est important de comprendre aussi. Le volume, il correspond à l'espace que va prendre la nourriture dans l'estomac. C'est pas pareil. Avant, on parlait de densité calorique et de masse. Donc, on disait on a mangé 100 grammes de nourriture, par exemple. Là, on parle de la taille que ça prend. Donc, c'est pas qu'une question de masse, c'est aussi une question d'espace. Et l'espace, il va être occupé par quoi? Bah, principalement, qu'est-ce qui va occuper le volume en fait? Qu'est-ce qui va augmenter notamment le volume alimentaire? L'eau, les fibres
et l'air. Et là, on va voir des petites listes d'aliments qui vont être riches en eau, qui vont être riches en fibres, qui vont être riches en air. C'est important aussi de comprendre que le corps, pour avoir une sensation de satiété, il va avoir besoin d'une masse de nourriture suffisamment importante. Par exemple, si on mange 100 grammes de cookies, bah, on sera moins calé que si on mange 800 grammes d'une belle assiette avec du tofu et des pommes de terre et tout, qui pourtant peuvent avoir exactement le même nombre de calories. Mais on va aussi avoir besoin de volume. Parce que quand on mange du volume, donc on mange des choses qui prennent de la place, eh bien, on a aussi cette sensation de se remplir sans forcément manger plus de calories. Puisque, encore une fois, les facteurs qui augmentent le volume, c'est l'eau, les fibres et l'air. Alors, dans l'eau, il n'y a pas de calories. Dans l'air, il n'y a pas de calories. Et les fibres, c'est un petit peu particulier parce que ça se rapproche des glucides, donc ça c'est souvent contenu dans la partie glucides de la nourriture qu'on mange, sauf que les fibres en soi ne contiennent pas de calories. Il n'y a pas de sucre en fait, c'est juste des fibres qui sont dans les aliments, notamment les aliments qui contiennent des glucides en fonction du type de glucides, et les fibres ne contiennent pas de calories. Donc ces trois choses qui augmentent le volume augmente donc la taille, l'espace occupé par ce qu'on mange, alors que ça augmente pas les calories. Plus un aliment contient ces éléments, plus il remplit l'estomac sans apporter beaucoup de calories. Bon, voilà. Je pense que c'est relativement clair. On va maintenant voir des aliments qui sont riches en eau, riches en fibres et riches en air. C'est intéressant quand même de comprendre parce que du coup, on se dirige déjà, on sait déjà que si on va dans la direction d'avoir une alimentation propice à ne pas prendre du poids, voire propice à en perdre, eh bien, forcément, on va quand même garder une bonne place pour des aliments qui vont prendre du volume et aussi de la masse du coup, notamment l'eau, bah, ça représente une masse aussi importante dans les aliments. Alors c'est quoi les aliments qui sont riches en eau? Bah, c'est très simple, hein. Les fruits et les légumes. Concombre, courgettes, tomates, etc. On va pas tous les donner. Voilà, il faut savoir que quand on en mange beaucoup, on va augmenter totalement la sensation de satiété, alors que pourtant on va pas augmenter tant que ça les calories parce qu'il y a quasiment que de l'eau dans ces fruits et légumes. Les aliments qui sont riches en fibres. Alors on va retourner sur les fruits et légumes qui aussi incroyable hein, quand on vous dit qu'il faut manger des fruits et des légumes. Aussi les fruits et les légumes ils contiennent des fibres, beaucoup de fibres et c'est important aussi d'en avoir. Alors là on parle pas que de satiété, de se caler, etc. Je précise. En soi, le fait d'avoir des aliments riches en eau, c'est cool parce que ça peut aider pour l'hydratation du quotidien, mais si tu as besoin de t'hydrater au quotidien, le premier truc que je vais te dire, c'est bois des verres d'eau, bois de l'eau, bois suffisamment d'eau. Mais c'est aussi important d'avoir suffisamment de fruits et légumes pour l'eau. On va dire que c'est le truc le moins important pour lequel il faut manger des fruits et des légumes. La deuxième raison pour laquelle on va manger des fruits et des légumes, c'est pour avoir des fibres. Et les fibres, ça sert pas que à te caler, ça sert aussi à réguler ton transit. Donc si tu ne manges pas suffisamment de fibres tous les jours, eh bien, tu vas avoir un transit pourri. Ça veut dire que tu vas être constipé. Et être constipé, c'est pas bon. Parce que tu te sens mal, parce que tu te sens mal dans ton corps, parce que tu te sens bizarre, parce que tu te sens gêné en permanence. Toi-même, tu sais, si tu as déjà été constipé, c'est pas un bon bail. Donc, deuxième bonne raison de manger des fruits et légumes. Troisième raison dont on va probablement pas parler aujourd'hui, mais qui est très 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 importante aussi, c'est l'apport en, mais si on en a parlé avec la santé tout à l'heure, l'apport en vitamines et en minéraux qui est la plus grande avec les fruits et légumes. C'est-à-dire que tu peux avoir des vitamines et des minéraux intéressants dans plein d'aliments, notamment les aliments bruts en général, les céréales complètes, des trucs comme la levure de bière, les graines de chia, le tofu, plein de bonnes choses et tout. Mais les sources principales et les plus denses et riches en vitamines et en minéraux que tu peux trouver, c'est les fruits et les légumes. C'est pour ça qu'il faut en manger tous les jours, beaucoup, et des variés pour avoir plein de fruits et légumes. Pour avoir donc ton apport en micronutriments qui soit boosté à son max. Maintenant, on n'est pas là pour parler de ça aujourd'hui, on est bien d'accord. Donc là, on parle des fibres. Les fibres, elles augmentent la satiété en ralentissant la digestion et en augmentant le volume alimentaire, comme on l'a vu juste avant. Il y en a dans les fruits et légumes, mais pas que. Il y en a aussi dans les légumineuses, important à savoir. Il y en a aussi dans les céréales complètes. Donc c'est un petit peu différent des légumineuses, mais c'est au final un type d'aliment qui contient des glucides et qui contient aussi d'autres trucs, comme par exemple des fibres, comme par exemple des protéines, surtout pour les légumineuses, mais il y en a aussi dans les céréales. Et voilà, voilà, voilà.
Donc les fibres, c'est dans ces choses-là principalement. Les aliments qui sont volumineux grâce à l'air. Alors là, c'est le grand classique popcorn. Peut-être vous en avez déjà entendu parler. Certains aliments prennent du volume grâce à l'air. Et c'est intéressant à voir parce que ça, c'est l'exemple classique qu'on ne voit pas sur l'étiquette. 100 grammes de popcorn, ça fait 380-400 calories. En soi, on pourrait se dire, bah, le popcorn, c'est pas particulièrement plus intéressant que, par exemple, des pâtes ou du riz. Parce que 100 grammes de pâtes, c'est aussi 380 calories environ. Peut-être 360, mais on va pas chipoter. Sauf que, pour manger 100 grammes de pâtes et pour manger 100 grammes de popcorn, c'est pas la même chose. Parce que 100 grammes de popcorn, ça prend un volume monstrueux grâce à l'air. Voilà, donc est-ce que je suis en train de vous dire, si vous voulez avoir des snacks qui sont agréables et bons et qui vous rajoutent pas beaucoup de calories et qui vous donnent l'impression de manger beaucoup, manger du popcorn? Bah oui, de ouf en fait. C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Moi, j'en mange jamais, mais c'est trop bon. Je précise quand même, c'est important, si tu regardes cette vidéo et si tu es vegan, sache que dans les cinémas, il y a certains popcorn qui contiennent du beurre et d'autres qui sont faits à base d'huile. Donc n'hésite pas à demander avant d'en acheter s'il y a du beurre. Deuxième point, il y a une différence évidemment entre le popcorn sucré et le popcorn salé, parce que le sel ne contient pas de calories et de macronutriments tout court, hein, alors que le sucre, oui, ça contient littéralement 4 calories par gramme. Donc si tu prends du popcorn sucré, l'intérêt maximisé de ce qu'on est en train de dire là sur le volume va être un petit peu réduit par le fait qu'il y a du sucre dans la préparation du popcorn. Mais c'est pas pour autant que je te dis mange du popcorn salé. Crois-moi que même 100 grammes de popcorn sucré, même ça, c'est difficile d'aller les taper. Et si tu te prends genre, je sais pas, 30-40 grammes par exemple, ça va déjà être gigantesque. Et pourtant, tu auras quoi 100, 150 calories. Voilà, donc le popcorn, c'est un bon plan. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme exemple? Les galettes de riz, les céréales soufflées, les meringues. Voilà, à l'ancienne, hein, le truc, je dis à l'ancienne, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de meringue. Mais voilà pour ça. On a fait le tour pour le volume. Maintenant, on va parler un petit peu de protéines et de satiété. Alors, les protéines, elles sont généralement les macronutriments les plus satiétogènes. Ça veut dire que si tu manges beaucoup de protéines dans ton assiette, ça va te tenir au corps, ça va te donner l'impression d'avoir bien mangé et ça va te tenir plus longtemps. Un peu comme les fibres d'ailleurs, qui ne sont pas un macronutriment comme on l'a vu juste avant, mais par rapport aux macronutriments, donc par rapport aux glucides, par rapport aux lipides et tout, les protéines, ça a ce petit bonus de satiété. À quoi elles servent dans ce contexte? Bah, elles permettent de ralentir la digestion, donc on digère plus longtemps et donc on est moins vite, on se retrouve moins vite à avoir à nouveau faim. Ça augmente les hormones de la satiété, ça diminue la faim. Bon, un peu des choses assez similaires, mais qui sont pas les mêmes en fait. Donc c'est important de les dire toutes. Quels sont les aliments qui sont riches et denses en protéines? Alors là, on est en train de rentrer dans des choses assez concrètes et importantes. Il faut prendre des notes, mais bon, il y aura aussi évidemment la liste qui sera disponible avec la masterclass. Déjà, on va voir aujourd'hui les aliments qui sont riches en protéines et qui sont pauvres dans les autres macronutriments. Ça veut dire qu'il s'agit de sources de protéines maigres, entre guillemets, j'ai oublié le deuxième guillemet, parce que c'est des aliments qui contiennent un petit peu de glucides, un petit peu de lipides, mais surtout des protéines. C'est très intéressant parce que si on veut augmenter sa satiété en augmentant son total de protéines, on va s'orienter en priorité sur les aliments qui contiennent surtout, voire que des protéines, et non pas beaucoup de protéines, mais aussi beaucoup d'autres macronutriments. Et c'est ce qu'on va voir après. Je vais expliquer après. Déjà, là, on parle des aliments qui sont des sources de protéines maigres. Donc, c'est des aliments qui contiennent beaucoup de protéines et qui contiennent pas énormément de calories en soi par rapport à, par exemple, si on se met sur une base de 100 grammes, le nombre de calories est relativement bas, le nombre de protéines est assez élevé. On a quoi? Le tofu, tout type de tofu, tofu fumé, tofu, tous les tofus. Le tempeh, les PST, donc protéines de soja texturées, ou même les protéines texturées tout court, ça peut être du pois, ça peut être d'autres trucs. Les salés ou les sucrés, donc par exemple les crispy, les soja crispy de chez Koro, c'est aussi des protéines de soja texturées, mais qui sont au chocolat. Des petites billes. Il y a le sétan, donc qui est à base de blé. Il y a les edamame, des fèves de soja, la poudre protéinée, peu importe que ce soit à base de riz, à base de n'importe quoi, à base de pois, à base de soja. La poudre protéinée, c'est carrément concentré en protéines. Donc c'est des aliments qui sont riches et denses en protéines. Le lait végétal, certains yaourts végétaux, et notamment ceux qui ne contiennent pas justement des matières grasses en plus, enfin en gros ceux qui sont à 0%.
Là, si on part sur des personnes qui sont végétariennes et qui sont pas véganes, bah, on a aussi les produits laitiers 0% de matière grasse ou encore les œufs. Quoique les œufs, c'est un peu, c'est pas. Il y a aussi quand même pas mal de lipides, donc je sais pas si on peut dire que c'est riche et dense en protéines, mais on va dire que ça rentre dans la catégorie encore. Euh, il faut en manger beaucoup et c'est pas le plus efficace en termes d'apport protéique par rapport aux calories. Dernier point que j'avais oublié sur le végétal, les produits divers à base des produits précédents qu'on a cités, notamment les pâtes protéinées Barilla, qui sont véganes et qui sont à base de pois, il me semble, les émincés végétaux, donc un petit peu plus transformés, mais qui sont à base de généralement de soja et de pois. Maintenant, on va regarder les aliments qui sont riches en protéines et aussi en glucides. Donc ça veut dire que on va avoir beaucoup de protéines avec, mais aussi des glucides en plus et donc plus de calories. Donc attention, ça n'a pas le même impact sur le total de la journée. Ça ne veut pas dire que c'est pas bien, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en manger. Ça veut juste dire que moi, je ne considère pas que c'est une source de protéines maigres parce que il y a des glucides en quantité non négligeable dedans. Donc là, on va avoir quoi? Bah, les légumineuses, le quinoa aussi, dans une moindre mesure, d'autres céréales comme le blé, l'avoine, le sarrasin. Ça va rentrer aussi dans l'équation et pour moi, c'est un peu le même genre. Je dis dans une moindre mesure parce que là, on part sur des aliments qui, au 100 grammes, vont avoir quand même beaucoup moins de protéines que les légumineuses. Si on prend 100 grammes de lentilles, par exemple, pesées crues, attention, je parle de lentilles pesées crues, on va avoir autant de calories que 100 grammes de riz, par exemple. Mais dans 100 grammes de riz, il y a genre 8 grammes de protéines, alors que dans 100 grammes de lentilles, toujours pesées crues, il y a 24 grammes de protéines, je pense. Donc c'est sûr que si on se met 100 grammes de lentilles ou 100 grammes de riz dans un bol, bah on aura plus de protéines, un peu moins de glucides, mais surtout plus de protéines avec les lentilles qu'avec le riz. Ça ne veut pas dire que les lentilles sont mieux que le riz, ça veut dire qu'il faut comprendre ce que contiennent les aliments qu'on décide de manger. Le quinoa, c'est un peu un entre-deux. Il y a genre 14%, je crois, de protéines, 14 grammes au 100. Donc c'est un petit peu plus que la plupart des autres céréales et un petit peu moins que les légumineuses. Maintenant, les aliments qui sont riches en protéines et en lipides, et qui sont aussi pauvres en glucides du coup, il y a tout ce qui va être les oléagineux, les cacahuètes, les amandes, etc. Pas tous les oléagineux d'ailleurs, certains... je pense que par exemple dans les pistaches, il ne doit pas y avoir beaucoup de protéines, ou alors dans les noisettes, je me rappelle plus, j'ai un petit doute. Mais en tout cas, par exemple, quand on prend les cacahuètes ou les amandes, c'est connu. Il y a plein de gens qui pensent que par exemple le beurre de cacahuète c'est une source de protéines. Alors oui, c'est une source de protéines si on en mange beaucoup. Il faut quand même 100 grammes de beurre de cacahuète pour manger 30 grammes de protéines, ou même 28, je crois. Ce qui est pas si énorme que ça. Enfin, ça va, c'est pas mal. Sur une journée, c'est bien. Mais 100 grammes de beurre de cacahuète, c'est aussi 600 calories. Si tu veux 28 grammes de protéines avec des PST, par exemple, bah, tu vas en avoir pour 180, 200 calories, un truc comme ça. C'est quand même pas la même chose, qu'on se le dise. Donc c'est pas, pour moi, c'est pas des sources de protéines maigres, c'est des sources de protéines plutôt complémentaires. Ça rajoute des protéines, mais c'est pas non plus un banger en termes d'apport, parce qu'il faudrait soit en manger plein et donc exploser son total calorique, soit bah, on va en manger pas beaucoup et du coup au final ça va pas apporter beaucoup de protéines. C'est un peu comme ce qu'on disait avant sur les légumineuses et tout, mais là c'est encore plus poussé parce que c'est plus calorique tout ce qui va être riche en lipides que tout ce qui va être riche en glucides. Donc tout ce qui est bah, voilà, les cacahuètes, les amandes, les graines de chia, le bacon et les lardons la vie, c'est pas le même type de gras et de lipides, hein. Très honnêtement, il vaut mieux avoir beaucoup de gras qui proviennent de cacahuètes, d'amandes et de graines de chia que du bacon de la vie. Mais j'en mange quasiment tous les jours, honnêtement. J'abuse un peu, mais j'en mange au moins une ou deux ou trois fois par semaine du bacon ou des lardons. La vie, c'est trop bon et il n'y a aucun problème tant qu'on est dans un contexte qui est cohérent. Tout va bien, il n'y a pas de problème, c'est pas des mauvaises choses pour la santé, évidemment. Le parmesan vegan de chez Koro, voilà, il y en a sûrement d'autres des parmesans vegan. Moi, j'avoue que celui-là, je l'adore et j'en mange très souvent aussi. Et dans le non végétal, bah, il va y avoir la plupart des fromages. Donc les fromages, pas le fromage blanc par exemple, mais plutôt tout ce qui va être la raclette, le parmesan. euh, ouais, voilà. En gros, c'est ça. Ce genre de fromage qui vont avoir bah, pas mal de calories au 100 grammes et qui vont avoir aussi pas mal de protéines au final. Ensuite, on est sur quoi? On est sur les lipides et la satiété. Alors là, on a parlé des protéines, on a parlé de la satiété et des protéines, on a parlé des différentes sources de protéines, notamment les maigres et les moins maigres. Maintenant, il y a aussi un truc qu'on entend souvent sur les lipides et la satiété. Est-ce que les lipides, c'est quelque chose de magique qui va augmenter la satiété en mangeant plus de lipides? Eh bien, il y a plein de confusions sur ce sujet. En gros, les lipides,
ils ont deux caractéristiques. Ils ralentissent la digestion, ils augmentent la palatabilité des repas. Ok, c'est bien, c'est intéressant. Ils ont une deuxième particularité importante, c'est qu'ils contiennent, donc 1 gramme de lipides, ça contient 9 calories, c'est-à-dire plus de 2 fois plus que les protéines ou les glucides. 4 calories pour 1 gramme de protéines, 4 calories pour 1 gramme de glucides, 9 calories pour 1 gramme de lipides. Donc la densité calorique, c'est bien, maintenant tu as regardé la masterclass, donc tu sais ce que c'est puisqu'on en a parlé au début, elle est élevée. Pour 100 grammes de lipides, tu as beaucoup plus de calories que pour 100 grammes de glucides, par exemple. Voilà, ça, c'est déjà un truc à savoir. On va donner un exemple classique, on en a parlé au début. Une cuillère d'huile d'olive, donc environ 10 grammes, 90 calories pour seulement 10 grammes. Sauf que ça prend pas beaucoup de place dans l'estomac, parce que il n'y a pas beaucoup de volume, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'air, il n'y a pas de fibres. On a vu tout à l'heure ce qui faisait qu'il y avait du volume dans un aliment, de l'eau, de l'air ou des fibres. Dans de l'huile d'olive, encore une fois, c'est le lipide poussé à l'extrême, l'huile d'olive, hein. Mais dans de l'huile d'olive, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'air, il n'y a pas de fibres, donc ça prend pas beaucoup de place. Et pourtant, ça met une tonne, ça met beaucoup de calories en tout cas. C'est pour ça aussi que les lipides, c'est super facile de les surconsommer en fait. Tu te prends 2-3 cuillères d'huile d'olive, tu es en mode ah tranquille, vas-y c'est de l'huile d'olive et tout, j'en mets juste un petit peu, et au final, bam, tu te retrouves avec 300 cales d'huile d'olive. Alors que 300 cales, ça pourrait être une énorme assiette avec des pommes de terre, des légumes et du tofu. Bon, voilà. Pourquoi certaines personnes pensent que les lipides calent? Parce que c'est vrai que c'est un truc qu'on entend beaucoup, notamment sur les réseaux, même même des professionnels en vrai. Euh, eh bien, en fait, c'est pour une raison très simple. C'est que certains aliments qui sont riches en lipides contiennent aussi des fibres et des protéines. Et voilà. Donc, il y a quoi comme exemple? L'avocat, qui contient pas mal de fibres, mais aussi du coup beaucoup de lipides. Les amandes et les noix, qui contiennent des protéines, aussi des fibres, et bien sûr une source principale de lipides. Donc la satiété, en fait, elle provient du mélange de plusieurs facteurs et non pas du fait qu'il y a des lipides. Donc pour augmenter ta satiété, tu sais comment tu fais. Tu vas vers les protéines, tu vas vers les fibres, tu vas vers le haut volume. Et si tu veux rajouter une petite touche supplémentaire qui va rendre ton repas meilleur et plus intéressant aussi et plus satisfaisant et tout avec des lipides, et bah tu vas peut-être plutôt t'orienter vers des lipides qui sont intéressants pour ce qu'on vient de dire, donc des protéines, des fibres, par exemple des noix, des amandes, des avocats, plutôt que 2 grosses cuillères d'huile d'olive qui, au final, elles ne vont pas vraiment beaucoup aider pour la satiété. Un repas rassasiant, il combine généralement des protéines, des fibres, du volume et faire en sorte que la digestion soit relativement lente. C'est en gros ce qu'on a vu depuis le début. Alors maintenant, comment on fait pour construire une assiette rassasiante? Eh bien, on va partir sur une base volumineuse. Donc la base, comme on a compris, on va mettre des légumes. Là, je pars sur une assiette salée, mais si on était sur du sucré, bah, on pourrait mettre aussi plein de fruits, notamment certains types de fruits, hein. Fruits rouges, pas tous les fruits honnêtement, mais il y aura des listes après qui seront disponibles de toute façon. Des pastèques, parce qu'il y a beaucoup d'eau, euh, du melon, des fruits rouges par exemple. Voilà, c'est le genre de fruits. Mais bon, là, on va dire qu'on part sur une assiette salée. Donc, on met plein de légumes, ok. 200-400 grammes, c'est complètement arbitraire, hein. Ça correspond peut-être pas du tout à toi ce que tu vas prendre. Et c'est ok, on s'en fout, c'est juste pour avoir une idée. Source de protéines en quantité importante, et notamment les protéines maigres, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, ça peut être par exemple 100 grammes de tofu fumé, voire plus. 50 grammes de PST pesé cru. Attention, pesé sèche. C'est pas la même chose si tu les pèses humides, hein, parce que du coup, il y a plein d'eau dedans et t'as pas 50 grammes, enfin, c'est pas pareil. Là, je te parle vraiment tu pèses 50 grammes de PST avant de les réhydrater et ensuite tu les manges dans un repas. Source de glucides en quantité adaptée, évidemment. Donc là, je t'ai noté 40 à 180 grammes de lentilles. Bah ouais, en fait, ça peut aller dans des extrêmes comme ça, en fonction de ton poids, de ton niveau d'activité, de tes objectifs, etc. Moi, je te donne un petit peu des idées. Moi, quand je me fais des repas, bon, je vais pas jusqu'à 40 en général, mais quand je suis plutôt bas dans mes calories et que je suis en déficit calorique, bah, je vais avoir des quantités de glucides qui vont être plus réduites dans mon assiette. Parfois, ça descend dans les 80 grammes pesés crus. Par contre, bah, quand je suis dans des phases où je vais augmenter mes calories et notamment mes glucides, bah, je vais monter jusqu'à 150, 160, par exemple de riz ou de pâtes, encore une fois pesées crues. Voilà, ou 2 à 4 pommes de terre, très bon exemple. Les pommes de terre, on rappelle, ça contient des fibres et c'est
plus volumineux de manière générale, on va moins facilement en manger beaucoup, notamment beaucoup de calories de pommes de terre par rapport à d'autres types de féculents comme les pâtes, le riz, etc. Une petite source de lipides qui est quand même importante, donc avec ou sans des fibres et des protéines. On a dit tout à l'heure, on a parlé des avocats, on a parlé des noix, etc. Ça veut pas dire, enfin, c'est quand même bien d'avoir une source de lipides, rien que parce qu'il faut avoir suffisamment de lipides dans ta journée pour être en bonne santé et aussi ouais, pour t'aider pour plein de facteurs sur ta santé. Donc, une source de lipides, c'est cool d'en avoir une quand même dans ton assiette. Ça peut être de la crème de coco, ça peut être de l'huile d'olive, ça peut être de l'avocat, ça peut être du parmesan végétal. Voilà, du gras, tout simplement. Maintenant, on va adapter selon nos objectifs. Donc, je vais t'expliquer si là, par exemple, ton objectif, c'est de perdre du gras. Ton idée dans ta construction de tes assiettes, ça va être de maximiser la satiété. Donc, en gros, manger des gros repas qui vont bien bien te caler en minimisant, entre guillemets, sans aller dans les extrêmes, hein, le nombre de calories que tu vas ingérer. En gros, tu vas chercher à manger un peu moins de calories, mais sans avoir l'impression que tu manges moins de bouffe tout court. Donc, c'est quoi ta stratégie? Tu vas manger toujours plus de légumes, des fruits, favoriser les pommes de terre, manger des légumineuses comme source de glucides complémentaires, enfin, comme source de protéines complémentaires qui vont aussi t'apporter des glucides, favoriser à fond les protéines maigres, aller un petit peu moins fort sur les sources de glucides qui sont moins fibreuses et protéinées comme le riz ou les pâtes. Et ça ne veut pas dire que tu peux pas en manger, ça veut dire c'est une vision générale. Et par exemple, si tu fais un mélange, genre tu manges du tofu avec un petit peu de riz, un petit peu de lentilles, bah tu vas mettre moins de riz et plus de lentilles que l'inverse quand tu vas être en objectif de perte de gras. Et tu vas limiter tout ce qui va être huile, noix, produits très très denses en calories. Donc là, on peut carrément partir sur, bah, je sais pas, des cookies que tu achètes au supermarché, tu vois. Ça veut pas dire qu'il faut pas en manger, ça veut juste dire que tu as compris que c'était des trucs qui étaient très denses et qui étaient ultra faciles à surconsommer. Et encore, on n'a même pas parlé du sucre et de tous les additifs qui font que c'est trop bon et que ça te donne envie d'en manger dans la foulée et que t'es jamais calé en les mangeant. Ça peut être le cas aussi des chips, par exemple. Maintenant, je vais te donner moi, ce que je fais, si par exemple je traque pas mes calories, ce qui n'est pas le cas, je les traque, mais si je traque pas mes calories et que j'ai envie de perdre du gras et que j'ai envie d'avoir des idées un petit peu, donc je vais évidemment utiliser cette stratégie que je viens de te présenter. Mais voilà comment je fais pour m'ajuster dans mon quotidien. Je vais faire des grosses assiettes, donc grosses entre guillemets, avec notamment du volume, qui vont être construites autour des légumes et des protéines maigres, comme on a vu juste avant. Je vais garder de la place pour des féculents, mais en privilégiant des quantités plus modérées, ou alors des pommes de terre, et aussi dans des quantités quand même modérées, hein, on est d'accord. Si tu manges par exemple 8 pommes de terre, alors que tu voudrais en théorie, je sais pas, finir ta journée à 1800 ou à 2000 calories, bah, 8 pommes de terre, ça va quand même te filer genre 1400 calories, tu vois. C'est juste, ouais, c'est. J'abuse un petit peu sur le nombre, mais bref, reste quand même un tout petit peu cohérent dans tes choix aussi de quantité. Mais les pommes de terre et les patates douces aussi, ça va être plus intéressant et plus pratique. Moi, quand je suis en phase de perte de gras, même si je traque mes calories, je vais volontairement manger plus souvent des pommes de terre, justement parce que ça cale plus. Je vais choisir les alternatives moins caloriques pour assaisonner, mais je n'oublie pas d'assaisonner pour autant, parce qu'il faut assaisonner, sinon c'est dégueulasse, et sinon tu as envie de tout arrêter, ou alors de faire des cheat meals, entre guillemets, et au final tu n'adhères pas à ta façon de manger, et tu finis par tout abandonner, ou alors quand tu as terminé ta perte de gras, tu reprends tout comme avant, et là, bam, ça explose. Donc c'est pas ça qu'on veut, on veut toujours avoir du plaisir dans nos choix alimentaires et dans la manière dont on mange. Je mange des petits plaisirs, mais en quantité slash fréquence réduite. Donc, par exemple, si toi, tu as l'habitude tous les jours de te manger un énorme cookie à 450 cales de chez Helen's Book, dont je parlais au début, bah peut-être tu vas passer sur un tous les 3 jours, ou tous les 4, ou tous les 5, ou peut-être une fois par semaine. Ça peut être une meilleure stratégie, ouais. Je te parle de cookies, parce que moi, c'est le genre de truc que je kiffe et que je pourrais manger tous les jours facilement, mais ça pourrait être le cas aussi pour l'alcool, par exemple. Forcément, si tu réduis les quantités et la fréquence à laquelle tu bois de l'alcool, bah, ça va aussi réduire ton total calorique sur la semaine et du coup, ça va favoriser le fait que tu puisses perdre du gras même si tu ne traques pas tes calories. Tu vas te baser, alors moi en tout cas, ce que je ferais, c'est que je me baserais sur l'évolution de mon poids, donc je me pèse aussi souvent que possible pour avoir une tendance et pour voir si ma courbe de poids, pas jour après jour, mais plutôt en regardant les moyennes successives semaine après semaine, si mon poids, de manière générale, en tendance, il est en train de baisser ou pas. Parce que s'il baisse pas, alors que je fais en sorte de manger pour qu'il baisse, bah,
il y a une couille dans le potage, quoi. Donc, ouais, c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Maintenant, si je veux maintenir mon poids, c'est pas du tout la même chose. Maintenir son poids et perdre du poids, c'est pas la même chose. Si on veut perdre du poids, on va faire en sorte de donner à son corps moins d'énergie que ce dont il a besoin pour être, en gros, que ce dont il brûle, que ce qui brûle au quotidien. Moins d'énergie et du coup, ça va créer une perte de poids. Si on veut maintenir son poids, il faut pas se mettre en déficit, sinon on va avoir moins d'énergie, on va être dans le mal, on va être fatigué, etc. Et on va perdre du poids. Alors que notre objectif, c'est pas de perdre, c'est de maintenir. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est d'avoir un bon équilibre entre la satiété et les calories. La structure classique, pour le coup, un peu comme ce qu'on a dit avant, mais sauf qu'on va en gros modifier un petit peu les quantités, hein. Au lieu d'être dans le gros volume sur les protéines maigres et sur les légumes et des quantités de glucides, lipides assez réduites et tout, on va réorganiser et on va volontairement, avec grand plaisir, manger plus de glucides, peut-être manger un petit peu moins de patates et un petit peu plus de trucs comme de la farine par exemple, ce genre de choses. Pourquoi pas? Je vais en parler après de la farine. Alors, si maintenant je veux maintenir mes calories, je veux maintenir mon poids sans traquer mes calories, qu'est-ce que je vais faire? Je vais garder les mêmes directives que pour la perte de gras, comme on a dit juste avant, mais en évitant absolument le déficit. Et c'est quoi le déficit? C'est des sensations de faim fortes, une perte de poids, voilà, le poids qui baisse tout simplement, une énergie qui est basse, notamment quand je fais du sport, fatigue, etc., problème de sommeil lié à la faim notamment. Tout ça, c'est des signaux de déficit qu'on veut éviter quand on est en maintien normal. Je suis plus ouvert sur les aliments moins volumineux et plus denses, donc par exemple le fameux cookie ou l'alcool. Attention, je suis bien en train de donner la différence entre maintenir et perte de gras. D'ailleurs, je me suis trompé ici, j'ai laissé perte de gras quand j'ai fait le copier-coller sur les slides, mais là, on est bien dans le maintien. Attention, j'insiste encore. Le but du maintien n'est pas de se restreindre en permanence et de garder un déficit. Le but, c'est de donner au corps ce dont il a besoin pour bien fonctionner dans le quotidien. Troisième point, je me base sur l'évolution de mon poids pour savoir si je crée un déficit ou pas, mais là, je ne veux pas. Et donc, si j'en crée un, c'est que je ne mange pas assez. Ou alors, je me base sur mon ressenti de la vie, donc comment je me sens, comment je vis ma vie, pour jauger entre trop manger entre guillemets et, alors j'ai oublié d'écrire, super, bravo, et ne pas suffisamment manger. Ne pas suffisamment manger, donc être en déficit, ou alors être dans un surplus trop important, ou alors faire des choix alimentaires qui vont faire que je vais me sentir mal dans mon ventre par exemple, même si j'ai pas forcément un total calorique qui explose et tout. Voilà. La différence entre le maintien ou le fait de ne pas être en maintien, donc soit en déficit, soit en surplus, la limite, elle est très fine. Et c'est là où le tracking, ça peut être une solution qui permet justement de ne pas tomber dans certains troubles du comportement alimentaire, des phobies alimentaires, le fait d'étiqueter certains aliments en bons ou mauvais parce qu'on a pris l'habitude quand on mangeait pour perdre du poids d'éliminer certains trucs ou alors de limiter à fond des quantités. Et au final, on est incapable de remanger un petit peu plus et de sortir du déficit parce qu'on a trop pris l'habitude et qu'on a peur que si on remange par exemple des pâtes ou des trucs qu'on mangeait un petit peu moins avant, et ben on va tout reprendre. Et c'est normal d'avoir peur. Mais le problème, c'est que du coup, si on reste dans cet état d'esprit, on va pas pouvoir vivre bien. En fait, on va être tout le temps en déficit. Et au final, ça va mener à quoi? Ça va mener à passer à côté de plaisir de la vie et avoir peut-être certains troubles, par exemple faire parfois des grosses crises, pourquoi pas des crises de boulimie. Voilà. Ouais. C'est à peu près ça le délire. Donc c'est vraiment important quand on n'a pas envie de, quand on n'a plus envie de perdre du poids et qu'on a fini, acté dans le temps une phase de perte de gras, d'arrêter d'être en déficit calorique. Et c'est là où le tracking, ça permet justement de ne pas être en déficit. Ça permet de comprendre ce qu'on peut manger sans pour autant être en déficit calorique. Adapter ses objectifs pour la prise de masse. Alors il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut simplement ajouter beaucoup de lipides. Normal, hein, on a dit c'est très dense, donc c'est facile de les surconsommer, ça rajoute des calories faciles, ça paraît logique. Sauf que la stratégie la plus efficace pour prendre de la masse musculaire, donc là on ne parle pas de prendre du poids, on parle de prendre de la masse musculaire, ça consiste souvent à augmenter la densité calorique avec des glucides, parce que les glucides vont donner l'énergie suffisante, l'énergie supplémentaire nécessaire au corps pour aider à construire de la masse musculaire.
en plus des protéines évidemment, qui aident à synthétiser, qui aident à reconstruire et tout, on est d'accord. Mais pour avoir plus d'énergie, pour pouvoir être meilleur dans ses séances et mieux récupérer, etc., on a aussi besoin de plus de glucides et pas juste de plus de calories. Je te réfère si tu es dans le coaching, je te réfère à la masterclass sur la prise de masse dans laquelle je rentre vachement dans les détails. Et du coup, je vais quand même donner deux, trois stratégies ici. La farine, c'est un féculent qui est très très dense. Si on compare par exemple 100 grammes de farine, bah, on va avoir 360 calories. 100 grammes de pommes de terre pesées crues, 80 calories. Donc quand même, c'est plus facile au final de manger 100 grammes de farine. Alors peut-être pas que 100 grammes de pommes de terre, mais on va dire que c'est plus facile de manger beaucoup de glucides et beaucoup de calories via la farine que via les pommes de terre. Comme on a vu, les pommes de terre, ça cale de ouf. Donc beaucoup plus de calories, beaucoup moins de volume. Ok, ok. Exemple de repas facile à manger en prise de masse. Donc dans le coaching, on a le ball cake qu'on appelle le do-wap. Pourquoi le do-wap? Parce que ça ressemble à un do-wap. Et tu vas mettre dedans une unité de farine, une unité de lait végétal et une demi-unité de compote de pommes. Là, je t'ai donné un exemple avec 100 grammes, 100 grammes, 50 grammes, ça peut être différent. Ça peut être 80, 80, 40, ça peut être 60, 60, 30, ça peut être 150 et 75. Bref, t'as compris. Une unité, une demi. Tu rajoutes de la levure et du sel et ensuite tu rajoutes des toppings. Et dans tes toppings, tu vas mettre des trucs qui vont te rajouter des calories via des glucides, comme par exemple des fruits, des bananes, pourquoi pas, et des trucs qui vont te rajouter des calories via des lipides. Comme par exemple des trucs, je sais pas, du beurre de cacahuète, des trucs à tartiner et tout. Tu peux même rajouter des protéines, pourquoi pas, avec notamment des soja crispy, protéines texturées sucrées de chez Coro, hein. J'ai toujours pas de code promo. Les aliments les plus rassasiants, donc je te donne une liste. Version vegan, pommes de terre, lentilles, pois chiches, haricots, tofu, tempeh, sétan, légumes, flocons d'avoine, fruits. Les aliments faciles à surconsommer, les huiles, noix, beurre de cacahuète, chocolat, chips, pour l'instant que des trucs qui contiennent beaucoup de lipides. Les produits frits, toujours plus de lipides. Les biscuits, donc là on est plus sur du sucré. Les pâtisseries, lipides et sucre. Et les produits ultra transformés du commerce en général. Conclusion de la masterclass, la nutrition ne se résume pas à combien de calories on mange, mais aussi à comment ces calories remplissent mon estomac, influencent ma faim, influencent aussi comment je me sens dans mon corps, c'est important, comment je digère, comment je vais aux toilettes, tout ça, super important. Comprendre la densité calorique, le volume, la satiété, ça permet de mieux gérer sa faim, de tenir un déficit calorique, de faciliter aussi une prise de masse et de construire des repas plus intelligents. Merci à toi d'avoir regardé cette masterclass, j'espère que tu as appris plein de trucs et je te dis à bientôt.